Ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en lecture définitive du projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, vous voici arrivés au terme de l'examen du projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Cela a été dit plusieurs fois, ce n'est pas par plaisir que le gouvernement vous propose d'adopter ce texte, mais bien par esprit de responsabilité. Nous aurions tous préféré qu'au 10 juillet, l'épidémie soit définitivement derrière nous et engager sereinement la vie d'après, avec un rétablissement immédiat et total des règles de droit commun. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans plusieurs territoires français, la situation reste préoccupante. C'est le cas en Guyane et c'est la raison de l'article de prorogation dans ce territoire et à Mayotte de l'état d'urgence sanitaire. En métropole également, le virus continue à circuler. Hier, nous recensions 165 719 cas confirmés en France, soit 918 de plus en 24 heures. Un travail de grande qualité a été conduit au Parlement sur ce texte et en particulier entre les deux chambres. Je note en particulier que des points de consensus ont pu être trouvés dès la première lecture, notamment à l'article 2, sur la durée de conservation des données nécessaires à la recherche et à la surveillance épidémiologique sur le virus. Oui, nous regrettons que malgré des convergences, la commission mixte paritaire n'ait pas pu être conclusive. Cela a été rappelé lors de la nouvelle lecture, le principal désaccord a porté sur la gestion d'une résurgence de l'épidémie Covid-19 au niveau local et sur les moyens donnés au gouvernement pour l'éviter. La ligne du gouvernement a toujours été claire : éviter tout risque de reprise de l'épidémie et être capable d'agir rapidement sans avoir à attendre que la situation n'empire au point de devenir une catastrophe sanitaire, condition juridique du recours à l'état d'urgence éponyme, même au niveau local. Le projet de loi que nous vous proposons d'adopter est donc la seule alternative entre deux écueils, que sont la sortie sèche et la prorogation. La réponse à la menace sanitaire devra être revue et réorganisée. C'est tout le sens de la clause de revoyure initiée par le Sénat lors des débats parlementaires de la loi du 23 mars dernier. Nous reviendrons donc devant vous pour réviser l'ensemble du dispositif de gestion des crises sanitaires et un débat global pour redéfinir le cadre de l'état d'urgence sanitaire interviendra d'ici le mois d'avril 2021. Mesdames et Messieurs les députés, la situation requiert une prudence individuelle et collective de chaque instant. Le risque d'une deuxième vague existe. Les exemples étrangers doivent nous appeler à la plus grande vigilance. Nous devons avoir les outils permettant de faire face à la résurgence de clusters localisés. Le point d'équilibre dont nous avons besoin a été trouvé lors de la nouvelle lecture et le gouvernement disposera d'outils pour éviter la propagation sans avoir à rétablir l'état d'urgence sanitaire. Les débats au Sénat ont été brefs ce matin et on ne peut que le regretter. Nous aurions préféré parachever le réel travail qui avait été conduit avec cette même chambre haute et la rapporteure Marie Guévenoux, qui avait pris soin, après l'échec de la commission mixte paritaire, de repartir du texte du Sénat pour tenir compte de plusieurs de ses préoccupations. Dans la construction de cet état d'exception, le Parlement aura pleinement joué son rôle. C'était essentiel. Quelques mots avant de conclure sur les articles 3 et 4 du projet de loi relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'état d'urgence sanitaire. Ces deux articles ont fait l'objet d'échanges nourris tout au long de la navette parlementaire et le projet de loi garantira notamment la possibilité de continuer à appliquer dans ces deux collectivités des mesures de quarantaine et d'isolement jusqu'au 30 octobre 2020, tout en respectant la répartition des compétences entre l'État et les exécutifs locaux. In fine,
le texte que nous vous proposons d'adopter définitivement préserve un équilibre savamment construit par les deux assemblées. C'est un dispositif qui est à la fois opérant, protecteur des libertés fondamentales et adapté à l'évolution des circonstances sanitaires que le Gouvernement vous propose d'adopter définitivement. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie Guévenoux, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la présidente, Madame la ministre, Madame la présidente de la commission des lois, chers collègues, nous voici réunis une dernière fois pour adopter en lecture définitive le projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire dans la version qui a été votée par notre Assemblée mardi en nouvelle lecture. Si je regrette que le Sénat ait rejeté ce texte en bloc, alors que nous avions maintenu les principaux équilibres de la version du projet de loi qu'il avait adopté en première lecture, je comprends que son vote a été principalement déterminé par le calendrier restreint dans lequel nous avons étudié ce texte. Celui-ci doit en effet être promulgué pour le 11 juillet, date où le dispositif transitoire doit succéder aux 16 semaines d'état d'urgence sanitaire. J'ai néanmoins porté une oreille attentive à ce qui a pu être dit ce matin au Sénat et je dois reconnaître que je continue d'être surprise par certains arguments, notamment celui qui consiste à dire qu'il n'y aura pas de différence entre l'état d'urgence sanitaire et le régime qui lui succédera après le 10 juillet. Il suffit pourtant de lire et de comparer les 1 à 10 de l'article L. 31-31-15 du Code de la santé publique et les 1 à 4 de l'article 1er du présent projet de loi pour se rendre compte que le dispositif transitoire ne constitue pas une prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui ne dirait pas son nom. Quoi qu'il en soit, la commission mixte paritaire, qui s'est tenue la semaine dernière, avait été précédée d'un réel travail de convergence avec le rapporteur pour le Sénat, que je suis fière d'avoir préservé. Un accord aurait même pu être trouvé, vous l'avez dit, Madame la Ministre, si nous avions pu nous entendre sur un ultime point touchant à la gestion d'une éventuelle resurgence de l'épidémie au niveau local. Vous connaissez maintenant mon souci constant qui a été de préserver des dispositifs opérationnels et circonstanciés afin de lutter contre les risques d'une résurgence locale de l'épidémie. Au préalable, nos deux chambres avaient validé l'économie générale du texte proposé par le Gouvernement tout en renforçant les garanties qui encadreront la mise en œuvre du régime transitoire. Il s'agit en effet de la seule alternative crédible qui existe entre une sortie sèche de l'état d'urgence sanitaire, imprudente, et sa prorogation injustifiée. Comme le Conseil d'État l'a écrit et comme le Sénat l'a confirmé à son tour, la réponse à la menace sanitaire ne pourra, à l'avenir, qu'en partie reposer sur le dispositif de l'article L. 31-31 du Code de la santé publique, contrairement à ce qui avait été le cas avant l'instauration de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre des circonstances exceptionnelles du mois de mars. Nous aurons discuté à nouveau de cette question dans le débat global qui interviendra au moment de la redéfinition du cadre de l'état d'urgence sanitaire, dont l'échéance est prévue le 1er avril 2021. Il permettra d'intégrer les travaux de contrôle en cours dans nos deux assemblées et les enseignements que nous tirerons de cette période transitoire. Je ne doute pas que cette perspective permettra de prolonger les débats parfois passionnés mais toujours riches qui ont été initiés à l'occasion de la discussion de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Nous entamons la discussion générale et la parole est à Monsieur Alexis Corbière de la France Insoumise. Madame la présidente, je vous salue. Madame la ministre, mes chers collègues, Madame la présidente, donc au fil de nos débats, chacun aura compris que finalement une sorte de grand flou et quelques loups sont présents dans ce projet de loi. C'est du moins la lecture que nous en faisons. Je commencerai par évoquer une sorte de confusion sur la forme comme sur le contenu du texte.
Sur la méthode, pourquoi finalement une telle précipitation dans l'adoption de ce projet alors que la fin de l'état d'urgence est prévue pour le 10 juillet? Le délai a été très court pour examiner et débattre de ce projet de loi aux enjeux importants. Ici, le problème est donc dans la question. Si le 10 juillet marquera officiellement la sortie de l'état d'urgence, la réalité, chacun l'aura compris, est tout autre. Dans les faits, il s'agit d'une sorte de fausse sortie qui réduit les libertés, j'y reviendrai. Cette prétendue sortie rend possible de lourdes restrictions de liberté publique par le Premier ministre jusqu'au 30 octobre, sans que le Parlement n'ait à se prononcer. Et pour notre part, attachés au rôle fondamental du Parlement, nous ne pouvons le tolérer. Évidemment, cela a été dit, nous sommes tous et toutes ici conscients du danger d'une seconde vague. Vous l'avez mentionné et vous avez raison, Madame la Ministre. Plusieurs signaux alarmants l'attestent. La pandémie n'est pas derrière nous. En revanche, nul besoin de ce texte qui réduit les libertés pour faire face aux menaces. En phase de résurgence de la pandémie, un simple décret suffirait à prendre les mesures proportionnées au danger. Le Parlement, vous l'oubliez souvent, serait là aussi pour décider en conséquence de la marche à suivre face à un tel scénario. Il faut se le tenir pour dit, la précipitation qui a guidé l'adoption de ce texte est à la mesure de la crise sociale que connaît notre pays. Dans les faits, ce qui nous semble insupportable est que le projet organise une énième fois, finalement, depuis 2017, cette fois-ci sous couvert de pandémie, des mesures de restriction des libertés publiques qui sont fondamentales lorsqu'on est attaché au caractère républicain de notre pays, à commencer par la liberté de circuler et surtout la liberté de réunion. Vous prolongez dans ce texte ces mesures de restriction prévues par l'article L. 313-16-15 du Code de la santé publique, normalement mobilisables en cas d'état d'urgence pour un temps donné hors d'état d'urgence. Dans ce contexte de gronde sociale et de mobilisation à venir, le Président de la République vient encore d'annoncer dans une grande interview que la rentrée, ça dure. Chacun a bien compris que tout cela est loin d'être anodin. Comment ne pas y voir une volonté ou une possibilité de ce d'outils visant à contrôler, et pourquoi pas même étouffer, réduire, marginaliser des mouvements sociaux. Il n'y a de ma part ici ni lubie ni exagération. Nous ne sommes pas les seuls à vous alerter. L'inquiétude est partagée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans une récente déclaration du 28 juin. Ce fut également le sens de l'appel que j'avais déjà cité lors de la discussion générale, de l'appel dit pour le droit de manifester d'un collectif d'organisations, dont notamment la Ligue des droits de l'homme. J'en viens maintenant à l'article 2 de votre projet de loi. Par ce dispositif, vous prévoyez d'allonger la durée de conservation des données collectées dans le cadre des systèmes d'information mis en œuvre contre la pandémie. Nous vous avions alerté sur le fait que d'entériner la création de ce type de fichier revient à ouvrir une boîte de Pandore assez préoccupante. C'est une pente glissante vers la marchandisation de données de ce qu'on appelle le Health Data Hub. Là-dessus, le compte-rendu du Conseil des ministres précise que cela exclut des données de Stop Covid. Mais quelle garantie avons-nous? Précisons d'ailleurs à propos du Stop Covid qu'il a été activé seulement par 2% de la population. Le nombre d'utilisateurs actifs est évalué, selon les chercheurs, à 0,5% de la population. On ne peut pas considérer cela comme donc un succès. À l'heure du déconfinement, il faut protéger et dépister, mais pas pister. Au total, vous êtes dans l'urgence sélective, les plans sociaux se multiplient, les associations d'aide alimentaire sont débordées. Je le dis comme député de la Seine-Saint-Denis, où nous connaissons une crise sociale terrible qui progresse douloureusement, et vous ne vous focalisez finalement que sur une chose, réduire les libertés publiques. Aucun retour à la normale pour le droit du travail, les employeurs peuvent toujours imposer 6 jours de congés forcés à leurs salariés. Pas non plus de retour à la normale pour les 2,5 millions d'intérimaires à l'emploi, pour beaucoup sans filet de sécurité. Pas d'année blanche pour les chômeurs, rien sur les réquisitions, pas plus que sur les nationalisations. Alors nous avons besoin d'un État stratège et d'un plan de relance ambitieux. Vous donnez le sentiment de regarder ailleurs ou d'avoir d'autres urgences. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas être d'accord avec ce projet de loi qui est insuffisant sur certaines des propositions qu'il porte, inquiétant sur certains aspects et finalement hors sujet face à la grave crise sociale qui va blesser notre pays dans les mois qui viennent. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Martine Venner, du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité.
Madame la présidente, Madame la ministre, Madame la rapporteure, Madame la présidente de la commission, mes chers collègues, il est évident que pour le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, derrière le titre du projet de loi « Sortie de l'état d'urgence sanitaire » se cache un état d'urgence à peine déguisé. Si la pandémie est active dans certaines régions du monde, notamment le continent américain, le virus semble moins circuler en France. Il convient cependant de rester prudent et de ne pas sous-estimer les risques de résurgence de l'épidémie. Ainsi, si l'on devait encore considérer que la situation nécessite la prolongation des mesures restrictives de liberté et, au fond, attentatoire aux droits élémentaires des personnes, pourquoi ne pas l'assumer en prolongeant l'état d'urgence plutôt que de proroger ces mesures exceptionnelles qui n'ont aujourd'hui pas lieu d'être? Vous nous demandez en effet d'autoriser le Premier ministre à prendre nombre de mesures prévues dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et cela jusqu'au 30 octobre 2020. Il pourra ainsi limiter la liberté de circuler, l'accès aux moyens de transport, l'accès aux lieux recevant du public et les rassemblements sur la voie publique. Il pourra restreindre la liberté de manifestation et la liberté de réunion. Ce sont, je vous le rappelle, mes chers collègues, des libertés fondamentales. En première lecture, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité avait fait part de ses incompréhensions concernant un texte qui transpose dans le droit commun des dispositifs de l'état d'urgence. Nous avions même plaidé pour que le gouvernement, s'il l'estimait nécessaire, puisse prolonger cet état d'urgence durant la période estivale. Je rappelle que nous n'étions pas opposés à ce que le gouvernement puisse prendre certaines mesures d'exception, le temps de s'assurer de la réussite absolue de la sortie de la crise sanitaire. Seule une prolongation de l'état d'urgence plus courte, encadrée et concentrée sur les besoins réels eût été acceptable. Au moins serions-nous dans le cadre d'un dispositif codifié, approuvé par le Conseil constitutionnel, juridiquement solide et respectueux du rôle du Parlement. Or, ce texte soumis à notre examen en nouvelle lecture n'a pas permis de lever nos doutes. La situation sanitaire justifie-t-elle de déléguer au gouvernement des décisions à ce point déterminantes sans que le Parlement ne puisse exercer son rôle le plus élémentaire? Nous ne le pensons pas. Je rappelle que ces mesures, prises par voie réglementaire et pour une durée de 4 mois, ne feront l'objet d'aucun passage au Parlement, entachant encore davantage la séparation des pouvoirs. Cette méthode ne peut durer. Notre démocratie ne peut plus supporter cette banalisation durable de l'état d'urgence. Il n'y a pas des irresponsables d'un côté et de l'autre ceux qui voudraient protéger les Français. Nous sommes convaincus de la nécessité de protéger de manière égale la santé de tous les Français, mais aussi leur liberté publique. C'est pour cela que le législateur doit s'appuyer sur les avis des scientifiques pour décider en conscience. Il faut en effet, Madame la ministre, trouver le bon chemin, et là, il nous semble que vous vous égarez définitivement. Car non seulement nos doutes n'ont pas été levés, mais la Commission a enrichi ce texte d'un dispositif qui, il faut le dire, nous alerte. Vous nous demandez de voter un texte qui, en plus des dispositions de nature à limiter nos libertés fondamentales par voie réglementaire, créerait des certificats d'immunité comme sésame pour pouvoir voyager. Le Sénat l'a certes proposé, mais comme solution alternative aux dispositions d'exception, pas comme une mesure supplémentaire. L'homme deviendrait un produit certifié conforme. Faut-il se souvenir des heures les plus sombres de notre histoire? La question demeure donc entière. Sommes-nous, oui ou non, en état d'urgence? Soit la situation sanitaire justifie qu'il soit prolongé, soit ce n'est pas le cas, et alors il n'est pas raisonnable de déléguer au gouvernement de telles dispositions concernant les libertés publiques. Ni les travaux de notre Chambre, ni ceux du Sénat, qui a d'ailleurs voté ce matin une motion de rejet préalable, n'ont permis d'apporter des solutions. Nous examinons donc ici un texte hybride, pernicieux,
Un état d'urgence qui ne dit pas son nom, c'est pourquoi les députés du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité ne voteront pas ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Aïna Curig du groupe Agir Ensemble. Madame la présidente, Madame la ministre, chers collègues, la France semble voir enfin le bout du tunnel. Notre pays semble se diriger vers une sortie de crise sanitaire après les heures difficiles que nous avons connues. Il y a presque chaque jour moins de cas détectés, moins d'hospitalisations et moins de décès que la veille. Cette amélioration est due aux mesures sanitaires strictes qui ont été prises ces derniers mois. Je l'ai déjà dit devant cette Assemblée, les mesures ont été appliquées en temps et en heure avec justesse et proportion. Cependant, elles répondaient à une situation sanitaire déterminée. Elles doivent désormais évoluer et par voie de conséquence, les outils législatifs mis à disposition du gouvernement le doivent aussi. C'est le sens de l'article 1er de ce projet de loi. En effet, l'état d'urgence prendra fin le 10 juillet. Cela ne signifie pas que le virus ne circule plus en France, mais la vie économique, sociale et culturelle du pays, avec les usages que nous connaissions avant la crise, reprend progressivement. Le plan de sortie de l'état d'urgence que le gouvernement nous propose se conforme à cette nécessité sur la base de 2 principes, réactivité et adaptabilité. Réactivité tout d'abord grâce aux moyens mis à la disposition du Premier ministre. Ils permettent au gouvernement, par voie réglementaire, de contrôler certains domaines tels que la circulation des personnes, l'ouverture au public des établissements privés et des lieux de réunion, ainsi que les rassemblements. À ceux qui pourraient craindre que le gouvernement n'abuse de pouvoirs qui lui seraient confiés, je réponds que la parcimonie dont l'exécutif a fait preuve durant l'état d'urgence font argument d'autorité. Mais lorsqu'il s'agit de sauver des vies, il est parfois nécessaire d'accélérer le temps de l'action publique. Cette disposition s'appliquera jusqu'au 30 octobre 2020. En bref, l'action de l'État doit être étroitement corrélée à la réalité de la situation. Néanmoins, je souhaite soulever un point de vigilance sur la durée des outils législatifs accordés au gouvernement. Plutôt que d'aller jusqu'au 30 octobre, il aurait été plus consensuel de définir une période moins longue avec une possible reconduction en fonction de l'évolution de la situation. Deuxième principe des politiques publiques en matière de gestion de l'épidémie doit être celui de l'adaptabilité. Adaptabilité temporelle, par les points que je viens d'évoquer, mais aussi adaptabilité territoriale. En effet, les différences géographiques et sociétales qui existent entre nos territoires ont eu un impact déterminant sur la propagation de l'épidémie. Nous ne pouvons donc pas les occulter dans la lutte contre cette dernière. Et en permettant aux représentants de l'État implantés localement d'exercer les compétences précédemment mentionnées, le gouvernement fait en sorte que la sortie d'état d'urgence sanitaire puisse être assurée avec cohérence et sérénité sur tous les territoires. En outre, il est regrettable que l'efficacité de nos politiques publiques, qui a fait ses preuves dans tous les domaines, soit tachée d'une zone d'ombre. En effet, l'allègement des mesures sanitaires permis par le présent projet de loi accompagne la reprise de quasiment tous les secteurs d'activité. Cela fait sens pour préserver notre terreau économique face à la crise historique qui nous attend. Les estimations de l'OCDE avoisinent 10% de récession. Or, de nombreux établissements de nuit, dont les discothèques, semblent même exclus de cette logique. Ils ont présenté des protocoles sanitaires, comme l'ont fait les restaurants. Ils accueillent moins de public que les stades qui pourront bientôt rouvrir, mais eux sont condamnés à rester fermés. Et beaucoup, sous le poids des charges et sans chiffre d'affaires, ne rouvriront jamais. À l'heure où nous devons mobiliser tous les moyens et tous les Français pour affronter la crise économique à venir, c'est un secteur qui produit 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploie 43 000 personnes que nous laissons sur le bord du chemin. Sans parler des conséquences de ces fermetures qui encouragent la multiplication des soirées non déclarées, non encadrées, sans aucun protocole sanitaire, qui constituent une concurrence déloyale à l'égard des professionnels du monde de la nuit. Sachez continuer à agir avec la rationalité dont vous avez fait preuve jusqu'ici et protéger nos concitoyens, dont les entreprises, toutes les entreprises, y compris celles qui exercent la nuit. Le groupe Agir Ensemble votera en faveur de la sortie d'état d'urgence sanitaire en comptant sur la bienveillance et le discernement du gouvernement. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.
La parole est à Monsieur Fabien Roussel de la Gauche démocrate et républicaine. Bonsoir Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, alors que la situation sanitaire est en voie de nette amélioration, ce projet de loi ne prévoit pas la levée de l'état d'urgence, mais une sortie de l'état d'urgence, une sortie progressive, en biseau, de manière graduée. Si l'on pouvait, a priori, se réjouir de la sortie de l'état d'urgence, on ne peut être que dubitatif s'agissant de la solution hybride imaginée par le gouvernement. D'un côté, il est proposé de sortir de l'état d'urgence, mais, dans le même temps, il est prévu de maintenir des dispositions d'exception, de maintenir les principales mesures de l'état d'urgence sanitaire pendant près de 4 mois supplémentaires. Si l'échéance a été ramenée en première lecture au 30 octobre au lieu du 10 novembre initialement, reste que cette prorogation de l'état d'urgence sanitaire, qui ne dit pas son nom, est à la fois incohérente, inutile et dangereuse. À cet égard, on ne peut que déplorer le refus obstiné de la majorité, au fil de la navette parlementaire, de réduire, à tout le moins, la portée des restrictions que pourra prendre le gouvernement jusqu'à l'automne. L'échec de la CMP est clairement dû à cette obstination et ce refus de souci d'équilibre entre l'efficacité dans l'action publique et l'exercice des libertés, pour reprendre les mots du président de la commission des lois du Sénat. Pour notre part, pour les députés communistes, nous réitérons notre ferme opposition à ce texte. C'est un projet de loi dangereux. Il n'est pas acceptable que des mesures restrictives des libertés individuelles soient permises, sans réunir le Parlement, hors du cadre de l'état d'urgence sanitaire. Si l'on doit certes pour le moment s'habituer à vivre avec le virus, l'on ne doit surtout pas s'habituer à vivre dans un état d'exception. La sortie de l'état d'urgence sanitaire doit signifier que la liberté d'aller et de venir, la liberté de réunion, la liberté de manifester, même encadrée pour faire respecter les règles sanitaires, redeviennent la règle. Comme le dit le professeur de droit public Stéphanie Hennette-Vaucher, je la cite, « Le cœur de l'état d'urgence sanitaire, les restrictions aux droits des personnes a été maintenu, tout ce qui concerne l'activité économique a disparu. » Fin de citation. Vous inventez en fait un nouveau régime juridique. C'est l'état d'urgence sans l'état d'urgence. C'est la contamination du droit commun par la banalisation de mesures de restriction de liberté, comme celui de manifester. Le risque que certaines dispositions d'exception intègrent le droit commun est donc bien réel et appelle donc à la plus grande vigilance. Ce projet de loi est donc dangereux, mais en plus, il nous paraît inutile. D'une part, le gouvernement dispose déjà de tous les outils nécessaires pour faire face à une menace sanitaire grave si elle devait revenir. L'article L. 3131-1 du Code de la santé publique octroie déjà des pouvoirs extrêmement larges au ministre de la Santé. Il peut ainsi, je cite, « prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu, afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. » D'autre part, en cas de recrudescence de l'épidémie, en cas de nouveau pic de contamination, rien n'empêcherait le gouvernement de recourir une nouvelle fois à l'état d'urgence sanitaire. À l'heure où le mécontentement grandit et les manifestations se multiplient, la possibilité accordée au Premier ministre de les réglementer, à défaut de pouvoir les interdire, suscite une inquiétude légitime. Et à cet égard, le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau nous alerte. Il prévient: l'état d'urgence ne trouve de justification que dans la facilité pour le gouvernement de réprimer les manifestations, de limiter les libertés de réunion et les libertés de manifestation. A fortiori, on peut se demander quel est l'intérêt de prolonger certaines dispositions de l'état d'urgence hors de ce cadre, si ce n'est celui de permettre au gouvernement de restreindre la circulation des personnes et de réglementer des rassemblements pour des raisons politiques et non de santé publique. Et quand on voit la cascade de plans sociaux qui tombent en ce moment, je pense aux 500 emplois menacés à Sanofi, aux 3 500 chez Airbus, aux 4 500 chez Renault, aux 7 000 emplois menacés à Air France, aux 1 233 chez Nokia, aux 1 000 emplois menacés chez Hutchinson, et je pourrais en citer comme ça énormément, et notamment
ceux d'Airbus que j'ai encore rencontrés ce matin à Toulouse et qui appellent à manifester le 10 juillet prochain, et j'espère que nous serons nombreux à les soutenir. Oui, le droit de manifester doit exister plus que jamais dans notre pays pour que le droit des travailleurs de se défendre puisse aussi exister. En définitive, et pour cette raison, nous voterons une dernière fois résolument contre ce texte qui crée un nouveau régime hybride entre état d'urgence et droit commun, une zone grise qui confère au Premier ministre des pouvoirs exceptionnels que nous ne voulons pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Roussel. La parole est à Monsieur Guillaume Vuilletet de La République En Marche. Que rajouter après Fabien Roussel, en effet. Madame la ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, la question que nous poursuivons maintenant depuis un petit moment, c'est de savoir si l'on peut convoquer devant cette Assemblée ou devant le Sénat le virus qui continue à faire des morts, qui continue à faire des malades, et lui dire maintenant il faut arrêter. Il faut arrêter parce que nous avons décidé d'arrêter l'état d'urgence et que nous voulons pouvoir décréter que la situation est normale. On a essayé de faire ça. Nos débats ont illustré cela. Et puis, quand même, ça a un petit peu évolué parce que nous sommes obligés de constater aujourd'hui qu'il y a tous les jours de nouveaux clusters, qu'il y a tous les jours de nouveaux malades et que dans le monde, nous voyons bien que la situation n'est pas stabilisée. Alors oui, nous avons décidé, cette majorité a décidé de bâtir un système qui permette de sortir progressivement de l'état d'urgence et je regrette profondément que nous ne soyons pas arrivés à un consensus autour de cette notion, sur un texte, je vous rappelle, qui est éminemment périssable, puisqu'il s'arrête le 30 octobre, après que nous en ayons décidé dans nos travaux. Je pense qu'il est important de revenir sur l'argumentation qui est développée. D'un côté, on nous dit qu'avec ce texte, nous aurions des pouvoirs exorbitants. Mais on nous appelle à utiliser la loi du 23 mars 2020, qui offrirait des prérogatives au gouvernement incommensurablement plus fortes. Je vous rappelle par exemple le 7e, qui prévoit qu'on peut réquisitionner tout bien et service au profit d'un état d'urgence, même si on était simplement sur une menace. Il n'y a que 4 critères, dont un qui concerne l'outre-mer. Il faut un peu de mesure, sauf à suivre un autre objectif que celui de vouloir sortir, en effet, notre pays de la situation d'épidémie dans laquelle on est. On nous dit aussi qu'il y a ce fameux article 31-31-1 qui pourrait tout faire. Je remarque que le Sénat quand même a voulu le réécrire un petit peu entre les différentes lectures, parce qu'il ne se faisait pas complètement à ce que nous voulions faire derrière. Parce qu'il y a des situations exceptionnelles. Quand on est dans une situation que nous connaissons, où nous savons maintenant ce qui va nous arriver, c'est compliqué de justifier une situation qui serait exceptionnelle, puisque nous savons où nous allons. En fait, la question n'est pas là. Et c'est ça que je regrette dans l'attitude des oppositions. C'est qu'on veut simplement pouvoir reprendre une politique bien à l'ancienne, d'accuser le gouvernement de tous les maux, d'aller au complot, de dire que ce qui compte, c'est les restrictions des libertés, alors que notre seul objectif, c'est celui de pouvoir juguler cette épidémie et de le faire progressivement, parce qu'en effet, ça va mieux. Mais entre ça va mieux et c'est arrêté, il y a une vraie nuance. Et c'est cette nuance-là que nous essayons de valoriser, que nous essayons de concrétiser. Nous avons fait un travail important avec le Sénat, et il n'est pas vrai de dire que c'est sur des considérations très générales que la CMP a achoppé. C'est sur une considération très simple. Quel était le périmètre qui pouvait être dévolu au préfet, pour parler clair, pour pouvoir, le cas échéant, redéclencher des mesures exceptionnelles en cas d'apparition de clusters. L'Assemblée pensait que c'était le département qui était le cadre normal, parce que c'est là où un préfet peut décider, c'est son périmètre d'action. Le Sénat voulait que ce soit les communes. Vous savez, quand il y a des communes, des départements où il y a plusieurs centaines de communes, ça peut être un peu compliqué de prendre un arrêté par commune. C'était juste là-dessus. Et Madame la rapporteure, vous avez beaucoup œuvré pour pouvoir rapprocher les points de vue. Ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas si grave. Mais ce que je trouve dommage dans cette histoire, c'est que ça lance à nos concitoyens un message très particulier. Ce message très particulier, c'est que nous ne sommes plus tous ensemble pour pouvoir lutter contre cette épidémie et que nous sommes de nouveau dans des chicaillas de partis politiques et de majorité d'opposition. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est dommageable parce que, je reprends la phrase du président Bas au Sénat, il faut toujours relire le président Bas au Sénat, pour qui j'ai la plus grande estime,
Il dit dans son intervention, pour beaucoup de nos concitoyens, l'état d'urgence sanitaire est devenu synonyme de confinement. Croyez-vous véritablement que si jamais il y a quelques clusters qui se déclenchent et qui nécessitent une action très très particulière, très sectorisée, il soit nécessaire de faire en sorte que nos concitoyens se disent que de nouveau, ça va être le confinement? Ce pays a besoin de relance, ce pays a besoin de retrouver une activité. Et notre action en la matière, ce serait de dire, au moindre cluster, nous pouvons redéclencher une machine considérable, simplement, alors que nous pouvons le gérer avec intelligence et avec mesure. Donc, il y a beaucoup de complotisme dans les critiques qui nous sont faites. Il y a aussi un grand paradoxe à vouloir tout faire maintenant et à dire qu'il faudra que nous ne faisons pas assez. Il y aura un plan de relance de la Corbière. Dans ce plan de relance, il y aura des mesures sectorielles qui viendront en renfort de ce que nous avons déjà fait. Non, pas plus tard, il y a déjà ce qui est fait maintenant. Ce que je remarque, c'est qu'avec les 10-12% de récession que nous allons avoir, c'est à peu près 300 milliards d'euros qui disparaissent, et qu'on a déjà mis à peu près 460 milliards d'euros sur la table, avant même le plan de relance. On ne peut pas nous dire qu'on n'a rien fait. Vous savez, le président Bas au Sénat a terminé en disant, sous les applaudissements, « Le Sénat s'efforce de trouver des solutions, mais il a sa personnalité et ses exigences. On ne lui fait pas faire ce qu'il ne veut pas faire. » Vous savez, l'Assemblée nationale est toujours en recherche de solutions, mais elle a ses exigences et on ne lui fait pas faire ce qu'elle ne veut pas faire. Et je crois qu'elle voudra ce soir adopter ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Thibault Bazin, des Républicains. Salut japonais. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons ce soir en lecture définitive le texte visant à sortir de l'état d'urgence sanitaire. Le terme « sortir » est un bien grand mot pour un texte qui ne fait que proposer une version édulcorée de l'état d'urgence sanitaire. Nous avons l'habitude, avec votre majorité et votre gouvernement, des titres trompeurs. Nous regrettons que vous n'ayez pas su trouver un accord avec le Sénat en commission mixte paritaire. C'est d'ailleurs la première fois que cela arrive s'agissant d'un texte concernant la gestion de la crise sanitaire. Jusque-là, nous avions réussi à nous accorder pour confier au gouvernement des prérogatives exorbitantes qui ont restreint pendant plusieurs semaines la liberté de nos compatriotes. Tel n'a pas été le cas cette fois-ci, car vous ne dites pas les choses clairement. Ce texte n'a rien d'une sortie de l'état d'urgence, puisque vous vous dotez de tous les outils de cet état d'exception. En nouvelle lecture, le Sénat a d'ailleurs tout simplement rejeté votre projet, car selon les dires du rapporteur, M. Vuilletet a fait quelques citations, mais je vais en compléter, parce qu'il y en a une intéressante, du rapporteur, je cite, « Ce texte reconduit purement et simplement des pouvoirs conférés à l'exécutif dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Au fond, vous souhaitez la fin de l'état d'urgence sanitaire sans vous priver de l'état d'urgence sanitaire. » Monsieur Vuilletet, voilà une citation très intéressante qui vient compléter et peut-être équilibrer les propos un peu trompeurs que vous avez tenus. C'est exactement ce que nous avions déjà dénoncé. Et je me demande aussi pourquoi vous ne recherchez pas l'unité nationale dans un contexte si difficile pour notre pays. Nous savons que la crise du Covid-19 n'est pas terminée. Mais si l'état d'urgence doit prendre fin le 10 juillet, comme vous nous l'assurez, il n'y a pas de raison de prolonger des mesures de restriction de liberté d'ores et déjà prévues par l'article L. 3131-15, article que nous avons créé dans le Code de la santé publique, donc qui va rester, lors de la mise en place de l'état d'urgence sanitaire le 23 mars dernier. Il faut savoir faire cesser l'exception et ne pas prendre goût à pérenniser une entrave de nos libertés.
ces libertés auxquelles nous sommes attachés. Entrave qui ne se justifie pas maintenant que nous avons enfin les moyens de protéger nos compatriotes avec les masques, avec les tests. Stop à un dispositif transitoire qui reste un état d'exception dans lequel des pans entiers de notre droit positif ou encore des droits importants et fondamentaux, comme la liberté d'aller et venir, la liberté de circuler, la liberté de se réunir, sont trop limités. Et encore une fois, vous nous proposez un entre-deux. On ne peut pas être dedans ou en dehors. Encore une fois, il faut savoir prendre ses responsabilités. Si l'état d'urgence sanitaire doit cesser le 10 juillet, les mesures qui sont contenues dedans doivent prendre fin également. Et nous ne pouvons laisser un blanc-seing jusqu'au 30 octobre. C'est pourquoi le groupe LR votera contre cette fausse sortie de l'état d'urgence sanitaire. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Isabelle Florennes du groupe Mouvement démocrate et apparenté. Alors, Madame la ministre, Madame la présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues, après les débats et l'échec de la commission mixte paritaire, ce soir, je voudrais dire deux choses, et ça va être assez court puisque on ne va pas revenir en détail sur la discussion que nous avons largement eue depuis le démarrage de ce texte, aussi bien en commission que dans l'hémicycle, puisqu'on a pris quand même le temps, on a évoqué et on a travaillé sur le sujet rien qu'à l'Assemblée nationale, 12 heures. C'est pas mal pour 4 articles, je trouve. Voilà, donc je voulais dire, premièrement, les garanties démocratiques, nous les avons dans ce texte. Le dispositif proposé prendra fin le 30 octobre prochain. Il est donc bien borné dans le temps. Il est donc bien transitoire. Ah, ils sont partis, d'accord. Et n'a pas vocation à rentrer, comme vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, dans le droit commun. Je le redis pour nos concitoyens, ce texte n'est pas un cheval de Troie, contrairement à ce que nos collègues voudraient faire croire. Preuve de l'attention et du temps accordé à nos débats et à la convergence que nous avons mis également à y apporter toutes les garanties. Nous avons enrichi ce texte grâce à notre travail commun ainsi que notre travail avec les collègues sénateurs, et nous lui avons rajouté, donc, comme je le disais, 2 articles. La deuxième chose que je voulais dire aussi ce soir, c'est la conséquence du premier point, c'est que le projet de loi est là pour nous protéger tous et toutes de cet entre-deux sanitaire que nous vivons actuellement et rien d'autre. Il faut tout de même se montrer juste raisonnable et responsable. Le virus est encore bien présent, donc à nous de nous montrer prudents, et cette loi, c'est ce que propose cette loi. Donc, chers collègues de l'opposition, pour ceux qui sont encore là, je vous pose la question suivante. Comment répondrez-vous aux Français si la pandémie repartait ? Que diriez-vous à nos concitoyens si nous ne pouvons pas les protéger d'une nouvelle vague ? C'est ce que nous tentons de faire et nous espérons nous réussirons avec ce texte. Il ne faut pas se tromper de priorité, et celle du MoDem est bien celle de la protection et de l'organisation. C'est pour ça que nous voterons ce soir ce projet de loi. Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Marietta Karamanli du groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, chers collègues, le projet donc visant à organiser donc cette sortie de l'état d'urgence sanitaire revient devant nous, alors même que le Sénat l'a rejeté. Et je voulais rappeler que la Commission nationale
consultative des droits de l'homme qualifie ce texte de sortie de l'état d'urgence sanitaire en trompe-l'œil. Et je précise, ici, je cite, « Les menaces sur les droits et libertés perdurent ». Alors, je l'ai dit depuis le premier texte. Depuis le premier texte sur l'urgence sanitaire, les textes existaient déjà qui ont permis au gouvernement de prendre toute décision utile en matière de confinement, de surveillance et d'accès aux soins urgents de la population au tout début de la pandémie, et ce, avant même la saisine du Parlement. Les textes successifs n'ont rien ajouté s'agissant de la capacité déjà acquise au pouvoir public d'intervenir, mais elles ont mis à mal nos libertés. Cela a été rappelé depuis le début de la navette parlementaire sur tous les bancs de cet hémicycle, à l'exception notable de la majorité. L'article 3131-1 du Code de la santé publique suffisait en mars dernier et suffirait demain à gérer la situation en cas de reprise de l'épidémie. Je le cite ici. Qu'est-ce qu'il dit cet article ? En cas de menace sanitaire grave, appelant les mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre 1er bis du premier titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. On le voit, le champ est vaste et néanmoins calibré à l'objectif d'efficacité. Autrement dit, est fixée une capacité à agir selon le principe de la balance entre les effets bénéfiques et ceux possiblement négatifs des dispositions à prendre en urgence. Donc l'idée reste simple. Lorsque la situation l'exige, clairement, la proclamation de l'état d'urgence sanitaire n'est pas discutable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous ne nous sommes pas opposés à l'état d'urgence sanitaire en mars dernier, ni lors de sa prorogation courant mai. À l'inverse, lorsque la situation ne l'exige plus de manière évidente, alors il est normal et même indispensable de sortir de l'état d'exception afin de retrouver le droit commun. Le droit commun permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la pandémie. Nous constatons que ce texte est aujourd'hui inutile. Ce texte tend à normaliser une approche policière de la santé publique, et ce alors que le cas de contamination sont en net recul et que les personnes contaminées peuvent bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée sans risque de saturation des établissements de santé. La reconstitution d'ailleurs des décisions prises que réalise aujourd'hui l'Assemblée nationale montre mieux qu'on est mieux armé. Nous aurions probablement pu prendre d'autres décisions ou différentes dans leur ampleur. Le texte donc a évoqué des incertitudes liées à l'évolution justement de la situation sanitaire, pour renouveler au bénéfice du Premier ministre durant 4 mois le pouvoir de restreindre à des fins de préservation de la santé publique l'exercice des droits de liberté fondamentales et des libertés fondamentaux tels que la liberté d'aller et venir, la liberté de se réunir, la liberté de manifester. Donc nos libertés fondamentales, mes chers collègues, se trouvent atteintes. Comme l'a dit la professeure de droit Stéphanie Hennette-Vaucher, ce texte conforte, et je cite, « des super autorités administratives de police dotées de pouvoirs exorbitants ». Le Sénat a, de son côté, proposé un texte plus équilibré, un texte acceptable, car les aspects les plus contestables avaient été gommés. Et en commission mixte paritaire, la majorité s'est opposée à cette position d'équilibre. Quelques rapports du Sénat ont été maintenus, comme la suppression, par exemple, du régime d'autorisation préalable pour la liberté de manifester, régime de limitation que le Conseil d'État avait lui-même remis en cause. Le groupe socialiste votera contre ce projet de loi, qui organise non pas une sortie de l'état d'urgence sanitaire, mais comme indiqué, qui conforte un état d'exception. Une prorogation qui ne dit pas son nom. Et je terminerai en citant un philosophe qui nous est familier, Montesquieu, affirmait « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ».
C'est d'ailleurs pour ne pas oublier cette maxime, mes chers collègues, qui est plein de sagesse, que la figure de Montesquieu est représentée aux quatre coins de notre Assemblée. Cela n'a visiblement pas suffi, en tout cas aujourd'hui, pour que nous ayons à revoter un texte qui, sans apporter plus d'efficacité, instille un régime d'affaiblissement des libertés. Et on le regrette profondément. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Maïna Sage du groupe UDI indépendant. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues. En écoutant ma collègue Karamanli, cela me rappelait les débats que nous avions eus ici lors des attentats, et où on a dû voter ces dispositifs exceptionnels d'état d'urgence à plusieurs reprises d'ailleurs. Et le débat de fond est toujours le même, c'est où s'arrêtent les libertés publiques au regard de la sécurité sanitaire. C'est un débat, voilà, chacun, je pense que personne ne détient la vérité. Il y a effectivement un curseur à placer, j'en parlais en commission, qui n'est pas évident. Mais c'est vrai que là, nous vivons dans une situation qui est inédite, exceptionnelle, mondiale, très préoccupante. Et je ne vous cache pas que la fameuse deuxième vague reste une éventualité prégnante dans les pensées, je pense, de tous, jusque dans nos territoires d'outre-mer. À ce titre, donc, il faut que nous continuions à faire attention, rappeler sans cesse d'abord les gestes barrières. Je trouve, à ce sujet, j'en profite, Madame la Ministre, pour vous le dire, je suis arrivée, après plusieurs mois de confinement dans mon territoire, par un vol de continuité territoriale. Je suis arrivée à Paris le 20 juin, et j'ai été un petit peu surprise, je ne vous cache pas. Un petit peu de la légèreté. Ça faisait du bien, mais en même temps, je voyais toutes ces personnes se balader sans masque, sans vraiment respecter les distanciations. C'est un peu humain, parce qu'il y a un retour un peu à une certaine normalité. Mais quel danger! Quel danger! Et je profite de ce texte pour vous solliciter, parce que je pense que pendant cette période des vacances, il faudra qu'on mobilise, qu'on communique un maximum pour que, effectivement, ces vacances se passent bien, mais que surtout cela reste dans le respect de ces gestes barrières. Et bien évidemment, pendant cette période, il faut que l'État ait les moyens d'intervenir. Alors le débat après, de fond, le deuxième débat qui se pose sur ce texte, c'est est-ce qu'on avait besoin de ce texte? Les lois qu'on a votées permettent déjà, avant même le texte d'état d'urgence, dans la loi 31, le Code de la santé publique 3131-1, que je ne vais pas reciter parce que je l'avais aussi repris dans mon intervention, Madame Karamanli l'a lu, mais il nous semble que dans ce texte, nous avons tout ce qu'il faut pour que le ministre de la Santé puisse activer des mesures d'urgence en cas de menace sanitaire. Lors de la première lecture, la rapporteure nous a dit, mais le cadre d'état d'urgence, c'est lorsque la catastrophe est déclarée. Donc, tant que la catastrophe n'est pas déclarée, en quelque sorte, on ne peut pas activer l'état d'urgence. Donc la question de fond, c'est que je me suis posée depuis lundi, c'est alors dans ce cas-là, pourquoi n'avons-nous pas simplement modifié cet article et prévu que l'état d'urgence puisse être déclaré dès une menace, confirmée bien sûr par une situation de catastrophe. Bref, moi je suis plutôt d'ordre pragmatique, je me dis il faut absolument que vous soyez en capacité de pouvoir le faire, s'il faut le faire demain. Bien sûr, dans le respect aussi des droits des uns et des autres et du contrôle du Parlement. C'est un peu mon regret sur ce texte. Et c'est la différence un peu avec le texte, le cadre de l'état d'urgence. On a le sentiment de voter ce soir un état d'urgence allégé et je pense qu'il faut l'assumer. Oui, parce qu'on remet 3 dispositions du total du texte d'état d'urgence. On en remet 3, la liberté de circuler, la liberté de se rassembler, la question d'ouverture et de fermeture des établissements. On remet cette possibilité dans ce texte, on permet au Premier ministre d'intervenir et de le faire à tout moment jusqu'à fin octobre. Donc, était-ce nécessaire? Beaucoup de nos collègues sur ces bancs pensent que non. Le Sénat a rejeté le texte aujourd'hui, je le regrette parce que je crois que sur un sujet comme ça, il aurait été bien qu'on s'unisse.
Pour notre part, notre groupe, en grande majorité, pense également que non et votera contre ce texte. Pour les Outre-mer, c'est un petit peu différent, et notamment mes 3 autres collègues des collectivités d'Outre-mer, où la compétence est partagée, puisque c'est nous qui maîtrisons la compétence de la santé, et que finalement, ces compétences que vous venez de dédier aux commissaires, même si elles rognent à notre sens un petit peu sur nos compétences, elles ne peuvent se faire sans l'avis, sans la consultation, sans la proposition de nos territoires. Alors ça a été un débat pendant le dernier passage en séance. Je vous remercie d'y avoir été un peu à l'écoute. J'espère que dans le prochain texte de l'an prochain que vous prévoyez, pour mieux peut-être clarifier et encadrer ce droit, nous puissions aller plus loin et trouver des solutions pratiques, techniques, qui permettent de huiler la machine finalement entre l'État et les collectivités de la Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Il faudra déterminer des interactions, des mécanismes pour améliorer les interactions entre effectivement la compétence de l'État et la compétence des territoires. Voilà, donc comme je vous le dis, la majorité du groupe votera contre. Les députés ultramarins de notre groupe s'abstiendront. Merci. Merci, Madame la députée. Je vous informe que sur le vote de l'ensemble du projet de loi, je suis saisie par le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à Monsieur Michel Castellane du groupe Liberté et Territoires. Je suppose que c'est ça, parce que vous avez... Merci, madame. Merci. Madame la ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, alors que nous nous apprêtons à étudier une nouvelle fois le projet de loi relatif à la sortie de l'état d'urgence sanitaire qui a été refusé, cela vient d'être dit, par le Sénat, c'est une inquiétude qui domine le groupe Libertés et Territoires. Je rappelle que le 21 mars dernier, nous étions 90% des députés à voter en faveur d'un texte qui ambitionnait de protéger nos concitoyens de l'épidémie et de permettre à nos services de santé de faire face à la vague déferlante de malades, notamment dans les services de réanimation saturés. Pour enrayer la propagation du virus, nous avons accepté de laisser le pouvoir exécutif prendre des décisions fortes, dont certaines étaient particulièrement restrictives de liberté. Aujourd'hui, la situation est différente. Le Conseil scientifique l'a clairement affirmé, l'épidémie est sous contrôle. Certes, tout le monde l'a affirmé ici, nous devons rester prudents au regard d'une éventuelle résurgence du virus. Nous voyons d'ailleurs ça et là des foyers apparaître, même si nous sommes en capacité de les isoler, nous ne devons en aucun cas lever la garde. Il n'en demeure pas moins que le régime d'exception qui a prévalu pendant 3 mois n'a plus de raison d'être. Notre droit commun est parfaitement armé pour répondre à une deuxième vague si celle-ci venait malheureusement à toucher le pays. Comme a pu le dire le ministre Véran, nous pourrions actionner le dispositif de l'état d'urgence sanitaire qui figure désormais dans notre droit positif. Je vous renvoie à l'article 31-31-13 du Code de la santé publique. Aussi, pourquoi vouloir s'inscrire dans un dispositif transitoire disproportionné face à la situation et qui n'a aucun caractère de nécessité au regard de l'état de notre droit commun? Si nous pouvions faire moins de bruit de fond, ce serait peut-être préférable. Je vous remercie de bien vouloir vous concentrer un peu plus. Excusez-moi. Je disais, pourquoi vouloir s'inscrire dans un dispositif transitoire disproportionné face à la situation et qui n'a aucun caractère de nécessité au regard de l'état de notre droit commun? Rappelez-vous, lorsque nous avions voté l'état d'urgence à la suite des attentats terroristes, des préfets avaient mené des perquisitions, y compris chez des militants écologistes qui se opposaient à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, des citoyens opposés à la loi travail. Les Français ont consenti beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices ces dernières semaines. Aujourd'hui, nous ne pouvons continuer de malmener une paix sociale qui reste fragile en laissant le gouvernement s'arroger des pouvoirs restrictifs de liberté. Le Sénat lui-même vous dit stop. Il est temps de reprendre le cours de notre
existence. Il faut cesser d'infantiliser nos concitoyens. L'heure est à la responsabilité, celle des Français, en appliquant les gestes barrières, celle du Parlement en ne votant pas des mesures transitoires liberticides qui ne sont pas utiles dans le contexte actuel, et celle du gouvernement qui doit se concentrer sur la relance. Vous vouliez instaurer ce nouveau régime d'urgence qui ne dit pas son nom jusqu'au 30 octobre. Pourquoi cette date? Pourquoi plus de 3 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire? Bien que nous soyons opposés à votre texte, nous vous avons proposé la date du 30 septembre, qui paraît à tout le moins raisonnable au regard du calendrier de nos travaux parlementaires. Mes chers collègues, ce texte heurte notre conception de ce que doit être la démocratie, de ce qu'est l'état de droit. À ceux qui nous invitent à faire confiance au gouvernement, je veux dire que la séparation des pouvoirs implique une collaboration des pouvoirs et non pas un abandon des pouvoirs. Méditons cette phrase de Montesquieu, la liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. On ne doit toucher aux lois qu'avec une extrême prudence. La démocratie est complexe, fragile, mortelle. Et malheureusement, avec ce texte, vous nous engagez sur un chemin que nous ne voulons pas suivre. C'est la raison pour laquelle le groupe Libertés et Territoires, unanimement, sera opposé à ce projet de loi. Merci, Monsieur Castellane. La discussion générale est close. Je vous invite à regagner votre pupitre. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je mets aux voix le projet de loi tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 63, exprimé 62, majorité 32, pour 50, contre 12. L'Assemblée a adopté. Madame la ministre, non, vous ne prenez pas la parole. Non.